Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 13 octobre. Ils fêtent leurs 50 ans. Les parcs naturels régionaux de France donnent rendez-vous au public parisien pour découvrir leurs richesses ce week-end, qu'elles soient gastronomiques, artisanales ou culturelles. Le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse est évidemment présent sur place. Isabelle Paoletti est notre invitée fil rouge pour cette émission, chargée de mission au sein de Cap Emploi 78. Nous évoquerons avec elle les problématiques pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, alors que leur taux de chômage atteint 19% en France. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, nous reviendrons sur la fronde des départements franciliens à propos de la métropole du Grand Paris ou encore l'opération Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein. Un rendez-vous donc à ne pas manquer ce week-end. Si vous êtes un amoureux des produits du terroir, tous les parcs naturels régionaux de France s'installent le temps d'un week-end à Paris dans le 12e arrondissement pour faire découvrir au grand public leurs richesses culturelles. Les visiteurs peuvent notamment investir le stand du PNR de Chevreuse. Un reportage de Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. La Haute-Vallée de Chevreuse en opération séduction à Paris. Depuis ce jeudi 12 octobre, un stand de 6 mètres carrés a été installé au sein de Bercy Village dans le cadre de la première édition de Destination Parc, un événement qui regroupe les 51 parcs naturels régionaux de France. Les parcs naturels régionaux ne sont pas forcément très connus du grand public et surtout des Parisiens. Et puis parce que les gens ne connaissent pas forcément leur territoire. Et on s'est dit que d'avoir un événement un peu grand public pour sensibiliser les gens à l'environnement, à la découverte des saveurs et des territoires, c'est une bonne occasion de le faire sur Paris. Les 20 représentants du PNR de Chevreuse proposaient des questionnaires sur leur territoire, mais également des dégustations d'une douzaine de produits régionaux. Les visiteurs ont pu goûter du sirop de Chevreuse, du fromage de la ferme de Coubertin, du miel ou encore du jus de poire de Gambé. On est en relation directe avec eux, sachant qu'on travaille à peu près toute l'année avec eux. Et sur certains événements, on essaye de valoriser leurs produits, de proposer aux gens du jus de pomme, etc., afin qu'ils se fassent connaître. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement, en fait, par rapport aux liens qu'on a tout le temps avec eux. Pour cette première journée, des milliers de visiteurs n'ont pas hésité à aller sous la tente pour découvrir la Haute-Vallée de Chevreuse. Je n'y suis jamais allée, je suis passée en voiture près, mais sans m'arrêter. C'est très bien, moi je trouve que c'est formidable, ça nous permet de découvrir des régions qu'on ne connaît pas éventuellement. Si vous aussi vous voulez découvrir de nouveaux parcs régionaux, l'événement est organisé jusqu'à ce dimanche dans le 12e arrondissement de Paris. Plus de 60 000 personnes sont attendues sur le site pendant ces 4 jours de présentation. Les 262 maires des Yvelines avaient rendez-vous cette année à Port-Marly pour leur traditionnelle université. L'occasion pour eux de faire remonter les problématiques du terrain et de se voir aussi exposer des solutions pour les aider dans leur développement. Un reportage de Maxime Lemaine pour le Conseil départemental des Yvelines. L'Université des mairies des Yvelines est l'occasion chaque année pour le département de réaffirmer son attachement et son soutien aux communes. L'organisation territoriale française est bousculée et on a le sentiment que le pouvoir central méprise les maires. Je pèse mes mots en disant ça. Quand un docteur en économie, conseiller du président de la République, dit qu'il faut remplacer les maires ruraux par des fonctionnaires, comprenez que ça ne peut pas plaire. Et nous voulons donc faire entendre la voix de la raison. Parce qu'on est peut-être la France du passé pour certains, mais je pense qu'on est surtout la France éternelle. Un message fort, entendu par l'Yvelinois, président du Sénat, Gérard Larcher, bien conscient des problématiques des communes. Il y a des sujets que j'ai ressentis, les sujets par exemple de ce qu'on baptise fracture numérique, sujet aussi de désertification médicale dans bon nombre d'endroits, et le sujet majeur des mobilités. Des sujets auxquels le département tente d'apporter des solutions au travers de structures comme Ingénierie, dédiée à la ruralité, secteur qui cumule bon nombre de problématiques. Afin d'accroître son efficacité, le budget de l'agence sera doublé en 2018 et son siège installé à Rambouillet. J'encourage les maires à venir nous voir bien sûr, mais je m'encourage à aller les voir également. Parce que c'est important d'être sur le terrain et de voir l'évolution des projets, de discuter avec eux et de sentir la ruralité. Enfin, un geste fort en direction des communes plus urbaines, le président Bédier a annoncé que le département viendrait en aide aux villes carencées, autrement dit, celles qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux.
Permettre et favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap, c'était l'ambition du Handi Recrutement qui était organisé ce vendredi matin à l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux. Une mise en relation entre employeurs et travailleurs handicapés avec la participation notamment de Cap Emploi 78. Nous allons revenir justement sur ce rendez-vous avec notre invitée fil rouge, Isabelle Paoletti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chargée de mission emploi et handicap au sein de Cap Emploi 78, un organisme dédié à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Vous étiez présente vous-même ce vendredi matin à l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux. Quel bilan vous tirez de ce Handi Recrutement? Est-ce que employeurs et travailleurs se sont rencontrés efficacement? Alors à chaud, le premier bilan oui, est vraiment très positif, c'est-à-dire que donc, comme d'habitude, on organise en collaboration avec Pôle emploi, avec la mairie, avec Cap Emploi cet événement. On a reçu 13 entreprises qui avaient des offres diverses et variées à destination de personnes en situation de handicap et ça s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Ça, c'est le bilan à chaud, à peu près 150 personnes reçues qui ont rencontré les entreprises. On verra plus tard, en fait, s'il y a eu des embauches qui ont été générées, etc. J'allais justement vous demander si c'est vraiment efficace ce genre de rendez-vous pour permettre la mise en relation. J'imagine que c'est cette première étape la plus essentielle. Est-ce qu'il y a souvent des suites positives ou alors souvent les entreprises, un peu pour leur image, viennent, se montrent présentes, mais ensuite ça coince un petit peu? Alors, il y a des aboutissements, il n'y en a pas énormément, mais c'est pas grave parce que c'est extrêmement positif pour les personnes qu'on suit, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pouvoir rencontrer directement l'entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas si le CV n'a pas passé la première étape et qu'ils ne sont pas reçus. Et les entreprises vont gommer un petit peu quelquefois leur idée préconçue. C'est plus un travail parfois à long terme. Exactement, c'est une rencontre. Aussi de prendre confiance en lui, qui est essentiel quand on cherche du boulot. Tout à fait. Et aux entreprises d'être un peu moins frileuses par rapport au handicap. Le fait de les mettre en lien, en contact, dans un contexte fort convivial, c'est une très bonne idée, même si l'aboutissement n'est pas forcément 50 emplois. Alors, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap reste une problématique majeure en France. On va donner quelques chiffres. 30 ans après la fameuse loi du 10 juillet 1987 qui oblige toutes les entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de personnes handicapées. 30 ans après cette loi, le taux de chômage justement de ces personnes en situation de handicap atteint 19%. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Quand on n'est pas habitué à voir un tel chiffre, forcément ça paraît effroyable. Vous qui êtes, on va dire, un peu spécialiste du domaine, que diriez-vous sur ce chiffre? Est-ce qu'il baisse? Est-ce qu'il stagne? Est-ce que c'est plutôt positif, une évolution positive? Qu'en est-il concrètement de la situation? Alors je dirais qu'il y a effectivement une évolution positive, même si effectivement, comme vous le dites, on part de loin. Le fait que le handicap soit de plus en plus reconnu, qu'on ait des lois quand même qui soient faites pour essayer de mettre en place des aménagements, par exemple pour les personnes handicapées qui sont en embauche, c'est extrêmement positif, mais effectivement on a quand même un taux très important. On a aussi des personnes qui sont en situation de handicap qui ne sont pas toujours forcément au moment T aptes à l'emploi. Il y a des aménagements à faire. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que l'entreprise ait aussi l'ouverture et la patience de s'adapter à la personne handicapée, peut-être. Alors, une question importante, mais qui n'est pas forcément claire pour tout le monde. Quand on parle de travailleurs en situation de handicap, alors le premier réflexe, c'est peut-être de penser à la personne en chaise roulante, mais finalement, c'est beaucoup plus divers que ça. Il peut y avoir la personne qui a gravement mal au dos, à l'épaule. Expliquez-nous un peu de qui on parle concrètement aussi. Effectivement, il y a énormément de personnes qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, de toute manière, vont rencontrer une situation de handicap qui sera peut-être ponctuelle, c'est-à-dire que les maux de dos, les maux d'épaule, de coude, etc. Il y a énormément de personnes qui connaissent ça. Il y a malheureusement des personnes qui sont allées peut-être trop loin déjà dans l'emploi et qui ont ce handicap qui s'est installé et qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et puis il y a tous les autres handicaps, les handicaps sensoriels, il y a les maladies invalidantes, les maladies, il y a divers handicaps et c'est vrai qu'on voit la personne en fauteuil dans la rue, on sait qu'elle est handicap, mais la plupart des handicaps sont effectivement complètement invisibles. Alors pour revenir aussi sur ce sujet des 19% de chômeurs, de travailleurs handicapés, c'est un sujet qui, je suis sûr, nécessiterait des heures et des heures d'émission, mais
Quelles sont aujourd'hui les explications à un tel taux, 19%? Est-ce que ce sont encore, vous le disiez, les prérequis des entreprises? Est-ce que c'est un problème de formation peut-être qui ne répond pas à la demande des entreprises? Est-ce qu'il y a un problème de mobilité? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui en France pour qu'on ait 19% de travailleurs handicapés au chômage? Alors, les aménagements ne sont pas toujours mis en place en entreprise et il sera plus simple pour une entreprise d'embaucher une personne pour laquelle elle n'aura aucun aménagement à faire dans les locaux ou sur le poste. Donc, ça peut s'expliquer. Les choses évoluent quand même au fur et à mesure. On fait un gros travail d'information aussi auprès des entreprises pour essayer d'adapter et de leur expliquer qu'on a des personnes qui, à compétences égales, sont tout à fait en capacité de remplir les postes. Peut-être qu'il y a encore beaucoup d'informations à faire et puis expliquer qu'on peut aménager de manière assez facile un poste pour qu'une personne handicapée... Quand on parle handicapée... d'aménagement, par exemple, est-ce que vous avez aussi là un exemple à nous donner? Ne serait-ce par exemple, pour la personne qui est en fauteuil, effectivement, il faudra peut-être une rampe pour qu'elle puisse accéder, il faudra une place pour travailleurs handicapés. C'est des choses qui évoluent, ça devient de plus en plus obligatoire. Donc, les établissements recevant du public, normalement, devraient avoir, par exemple, une place pour une personne handicapée pour se garer. Ça sera plus accessible pour une personne de venir déjà à l'entretien et de venir au travail. C'est des choses qui doivent progresser. C'est perfectible, certes, mais on progresse bien, on avance bien. Une question encore sur la législation. Ça fait 30 ans, du coup, que ce taux des 6% a été fixé. Il n'est pas atteint ni dans le public ni dans le privé. On a 3% à peu près au privé, 5% dans le public. Est-ce qu'il faut tout simplement durcir cette loi? Est-ce qu'il faut augmenter le taux, par exemple, augmenter les pénalités? Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi plus dure? Alors, je vais être obligée de vous donner mon avis à moi. Je pense que ce n'est pas en forçant les choses qu'on arrivera à améliorer la situation de l'emploi pour les personnes handicapées. Non, c'est l'information, c'est la mise en contact, la mise en adéquation des besoins et de l'offre. C'est vraiment un travail sur le terrain, ce qu'on fait, qui, au fur et à mesure, vont faire progresser les choses. Alors, on a évoqué la formation, l'emploi, mais il y a une autre thématique essentielle pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, c'est évidemment la mobilité, comment se rendre au travail, comment se déplacer pour toutes les activités banales du quotidien. L'école d'ingénieurs l'Estaca, située à Montigny-le-Bretonneux, organisait jeudi une journée mobilité pour tous à destination de ses étudiants. Reportage. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'il s'agit d'un jet ski un peu bricolé. Erreur, c'est en fait un kitesurf à voile pour des skippers en situation de handicap. Le projet a été présenté pour la première fois par l'association de voile de l'Estaca. L'objectif, c'était de créer un support qui est adapté surtout pour les handicapés, mais du coup aussi pour les valides. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette forme, parce qu'en fait, avec la selle centrale d'un jet ski, c'est assez adapté pour les handicapés pour qu'ils soient stables. La forme trimaran aussi, parce que ça permet une grande stabilité sur l'eau. La présentation de ce prototype s'inscrit dans le cadre de la première journée mobilité pour tous organisée par l'école. Une première pour sensibiliser les ingénieurs de demain sur la problématique du handicap. De faire rencontrer les étudiants et les professionnels sur la thématique de la mobilité et de la situation de handicap dans la mobilité. C'est un métier d'avenir, hein. C'est un métier où la population vieillit, il faudra prendre de plus en plus en compte ces difficultés de mobilité au sein de la conception et également de la production. Ateliers découvertes, conférences ou encore animations sportives étaient notamment programmées pour cette journée spéciale. Une journée qui a convaincu les principaux intéressés. Ça permet justement de casser ces idées reçues et de casser cette gêne vis-à-vis des handicapés qui sont juste des gens tout à fait normaux et qui ont juste eu la malchance de se retrouver dans ces fauteuils. Au niveau des études, ça fait partie des sujets qu'on n'aborde pas spécialement parce que c'est qu'une petite partie des employés, mais du coup ils sont quand même là et c'est important de savoir tout ce qui est mis en œuvre pour les intégrer. L'intégration professionnelle reste encore une des problématiques principales pour les personnes en situation de handicap. 19% d'entre eux sont au chômage aujourd'hui, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors peut-être une réaction rapide sur ce reportage. Est-ce que c'est pas là la clé finalement du problème? Plus de communication, plus peut-être d'apprentissage auprès des plus jeunes. Là, on a vu, c'est des étudiants qui ont tous plus de 18 ans, mais dès le primaire, dès le collège, dès le lycée, faire de la pédagogie. Est-ce que c'est pas là aussi la clé essentielle pour résorber ces 19% de chômage? Ouais. On dit toujours que l'avenir, c'est la jeunesse. Je suis complètement d'accord. Et plus on sensibilisera les jeunes et les enfants au handicap, comme on le fait par exemple pour la langue des signes
avec des tout petits, et plus on évoluera et on arrivera vers l'emploi des personnes handicapées générales. En tout cas, là aussi, sur ce sujet, vous êtes positif. Vous voyez les jeunes évoluer, leur regard sur le handicap évoluer aussi positivement. Exactement, c'est-à-dire plus on présente de manière naturelle à un enfant le handicap en disant il y a des choses qui ne marchent pas chez certaines personnes, c'est pas grave, elles ont d'autres choses qu'elles ont développées, et les enfants approchent de manière beaucoup plus naturelle vers les personnes handicapées, et c'est vers ça qu'il faut tendre au plus. Merci Isabelle Paoletti d'être venue en plateau. Je rappelle Avec que vous plaisir. êtes chargée de mission pour Cap Emploi 78. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et l'actualité de cette semaine, marquée notamment par la colère mardi des présidents des 7 départements d'Île-de-France. Ensemble, ils ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'avenir de la métropole du Grand Paris. Des annonces du gouvernement sont attendues début novembre sur le sujet. Les détails avec ce reportage. C'est une image inhabituelle de la politique francilienne. Les 7 présidents des départements de la région assis côte à côte pour évoquer ensemble un souci commun, la métropole du Grand Paris, ce nouvel échelon territorial créé il y a 18 mois. Qu'ils soient des républicains, socialistes ou communistes, ils veulent tous modifier le schéma de la métropole, une collectivité qu'ils estiment néfaste pour les habitants de la Grande Couronne, exclus du périmètre actuel. En 2017, dans la République française, on veut faire un mur entre la métropole riche pour les riches, et puis la Grande Couronne qui, elle, a tous les ennuis. C'est compliqué de venir à Paris en voiture, c'est compliqué de venir à Paris en transport en commun, on se déplace parce qu'on va chercher de l'emploi. Nous avons une ambition plus grande. Pourquoi ? Parce que nous estimons que c'est le bon échelon, la région métropole, non seulement pour traiter les problèmes de vie quotidienne de nos habitants, mais aussi dans la compétition internationale pour faire face au Grand Londres. Plus grande et plus puissante pour les départements de la Grande Couronne, moins envahissante pour ceux de la Petite Couronne. Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis s'inquiètent, eux, des rumeurs concernant une suppression de l'échelon départemental au profit de la métropole. Les projets que je mets en œuvre aujourd'hui, je le fais sur la base d'un mandat démocratique qui m'a été confié par les habitants de la Seine-Saint-Denis. Que ceux qui veulent se faire plus gros, fassent la démonstration de ce soutien démocratique. Ce n'est pas le cas. Je suis favorable à une grande métropole à caractère stratégique, c'est-à-dire qui travaille à l'attractivité de la région parisienne dans son ensemble au plan international, mais pas à ce que la métropole du Grand Paris s'occupe du ramassage des ordures ménagères, de la gestion des crèches ou des PMI. Directement mise en cause, l'exécutif prévoit d'organiser début novembre une conférence autour de l'avenir de la métropole du Grand Paris. D'ici là, les tensions, elles, pourraient continuer de s'accroître. Lundi, la ministre des Sports, Laura Flessel, était en déplacement au château de Versailles. L'ancienne championne d'escrime s'est rendue sur les futurs sites olympiques du château qui abritera notamment les épreuves d'équitation et de pentathlon moderne en 2024. Reportage. Il n'y a encore que de l'herbe, avec une vue imprenable sur le château de Versailles. Dans quelques années, 7 ans précisément, les cavaliers et leurs montures s'affronteront ici pour les épreuves d'équitation des JO. Laura Flessel, la ministre des Sports, est venue visiter les futurs sites olympiques du château de Versailles, qui doit accueillir également le pentathlon moderne. On a cette chance de valoriser, gérer le château de Versailles, gérer au niveau international. Lorsqu'on va partir à l'international, va nous poser des questions sur les lieux qui vont recevoir les Jeux. Et aujourd'hui, le château de Versailles, je connaissais, mais lorsqu'on a cette transposition et qu'on voit, comment on va utiliser, pour le futur, on est fiers. Déjà l'un des sites les plus visités de France, le château de Versailles profitera forcément de l'effet JO. Si les travaux n'ont pas débuté et le projet pas encore totalement arrêté, des tribunes seront construites pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. De quoi craindre d'éventuelles dégradations des lieux, mais la direction l'assure et rassure, l'histoire du monument sera préservée. Le CIO s'engage évidemment à respecter toute l'intégrité de ce lieu. Je crois même que ça n'a pas fait la moindre discussion pour personne quand les membres du CIO sont venus ici. Ils connaissaient le château de Versailles, ils voyaient que ce lieu était resté dans son intégrité depuis le XVIIIe siècle et qu'on ne pouvait rien y changer.
En plus du château de Versailles, le département des Yvelines accueillera d'autres épreuves olympiques, notamment celle du cyclisme sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On referme cette page politique avec Benoît Hamon qui a annoncé en début de semaine qu'il quittait le groupe PS à la région Île-de-France. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle rejoint les Verts. Il est accompagné de 9 autres élus, dont Sandrine Grandgambe, première secrétaire fédérale du PS dans les Yvelines. Cet été, déjà, Benoît Hamon avait quitté le Parti socialiste national et créé son propre mouvement du 1er juillet. Mardi, plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires ont manifesté à Paris contre les mesures prévues par le gouvernement, suppression de 120 000 postes en 5 ans, gel des salaires ou encore hausse de la CSG. C'est la première fois en l'espace de 10 ans que tous les syndicats appelaient à la mobilisation. Écoutez à ce propos Bertrand Mesure, co-secrétaire départemental du syndicat d'enseignants SNEUPP-FSU. Il répondait aux questions de notre journaliste Grégory Canalet en direct par téléphone. C'était mardi. Écoutez. Je crois que ce qui est caractéristique en ce qui concerne la fonction publique, c'est que manifestement ce gouvernement souhaite s'attaquer à l'intérêt général et la fonction publique est là pour défendre et pour participer à cet intérêt général. Il ne vous a pas échappé que les dernières mesures du gouvernement visaient plus à favoriser une certaine catégorie de personnes dont ne font partie ni les fonctionnaires ni les salariés en général qui, ceux du privé, sont attaqués particulièrement violemment concernant la loi travail. Alain Buis, le nouveau président de l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, était lui aussi en plateau de TV78 mardi, élu il y a une dizaine de jours par le conseil d'administration de l'établissement après la démission de Didier Guillemot pour raison de santé. Alain Buis a exposé son désir notamment de rapprochement avec l'université de Paris-Saclay. Regardez. L'UVSU a énormément d'atouts, c'est une université de recherche de très haute qualité et de formation. On atteste les classements internationaux, alors selon certains critères évidemment, mais qui nous placent parmi le top 500 sur le classement de Shanghai et au top 600 sur les 2 années consécutives, et un autre classement THE, Time Higher Education. Mais ce qu'il faut révéler, c'est dans ces classements-là, on est à la place de 20e, entre 20e établissement français ou 12e établissement français. Donc c'est-à-dire que l'UVSQ est très bien positionné, a beaucoup d'atouts pour ce projet qui est extrêmement porteur pour l'avenir. 54 000 nouveaux cas détectés chaque année en France. Le cancer du sein est le plus meurtrier chez les femmes. Une femme sur 8 sera touchée par ce cancer au cours de sa vie. Pourtant, une détection précoce permet de guérir 90% des patientes. Et ce mois-ci est traditionnellement octobre rose, un moment de sensibilisation au dépistage. Reportage justement au centre hospitalier de Versailles de Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Donc moi j'ai opéré même en juillet de l'année dernière, juillet 2016, un petit cancer du sein droit avec un traitement conservateur. Consultation de suivi pour cette patiente. Le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Il touche une femme sur 8 en France. Il faut que la patiente soit suivie, c'est ce qu'on leur conseille régulièrement, annuellement par leur gynécologue traitant qui pratique un examen clinique des seins, un examen mammaire puis un examen gynécologique et qui peut soit dépister quelque chose, soit en tout cas être attentif aux facteurs de risque de la patiente et l'adresser faire sa mammographie et son échographie à titre individuel. Ces 2 praticiens reçoivent conjointement des patientes adressées par des confrères après un premier examen. La palpation annuelle est la première étape d'un dépistage. La mammographie, elle, permet de révéler les tumeurs. Le dépistage permet de diagnostiquer des lésions très petites, qu'on appelle des lésions infracliniques, c'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas être perçues ni par la patiente elle-même, ni par un médecin lors d'un examen. C'est le dépistage mammographique qui permet de détecter ces très petites lésions et qui permet donc des prises en charge à un stade très précoce. Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés en France. Une fois par semaine à Versailles, oncologues, médecins nucléaires ou encore radiologues concernés se rassemblent. Et on a discuté aujourd'hui d'une jeune patiente de 37 ans qui s'est autopalpé un nodule. Elle a donc fait une mammographie. Comme le nodule était suspect, et le radiologue lui a fait une biopsie. Et je l'ai revu avec le résultat de la biopsie qui a retrouvé un cancer du sein. L'objectif de ces réunions sont de discuter de la prise en charge des patients avec l'œil des différents spécialistes qui voient à chaque fois la maladie sous un angle différent,
sur les possibilités thérapeutiques dans le domaine qui concerne justement le médecin qui discute du dossier, l'intérêt étant d'assurer la meilleure prise en charge du patient. Les médecins du centre hospitalier de Versailles opèrent une centaine de patientes chaque année. Un cancer détecté à un stade précoce peut être guéri dans 9 cas sur 10. En 2016, seule une femme sur 2 se faisait dépister. Jeudi, les fans de foot avaient rendez-vous à Poissy pour assister à un match de gala du Variété Club de France organisé au profit de 2 associations. Le match a permis de récolter 15 000 € sur la pelouse. Étaient présents Didier Deschamps, Laurent Blanc, Alain Giresse ou encore le joueur du PSG, Hatem Ben Arfa. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct lundi à 18h. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site internet et nos applications TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.